Manuel Zako pour le quotidien L'Avenir. J'avoue que jusque-là, je ne comprends pas bien le thème pour lequel nous sommes là. Le plan d'assainissement urbain en saison des pluies, de façon concrète. On est à l'approche, du moins on est en plein pied dans la saison des pluies. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont, je vais dire, que vous déconseillez aux populations? Quel est le plan que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a des zones que les populations doivent déguerpir à ce jour? C'est quoi exactement? Il y a des gens qui habitent dans des zones qu'eux-mêmes ils savent à risque. Chaque année, ça s'inonde. Donc le message est fait à l'endroit de ces personnes-là. Et puis, c'est difficile de dire les gens, il faut que les gens quittent immédiatement, tout de suite. Parce que ce n'est même pas à l'occasion de toutes les pluies qu'il y a des problèmes. Donc, comme je dis, il y a des gens qui habitent dans des zones qu'eux-mêmes ils savent à risque. Parce qu'on reçoit par mois, je pourrais dire... Alors, cette vidéo qui vient de passer, c'est un responsable de l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage de Côte d'Ivoire. Donc, et les questions qui ont été posées par le journaliste sont très claires. Et le journaliste, donc, il voulait des éléments précis quant aux actions que l'État met en place, que donc les institutions créées à cet effet pour gérer le drainage, donc mettent en place pour aider les populations, pour juguler donc ce problème d'inondation. Et pour dire vrai, effectivement, la réponse du responsable, elle est, on va dire même, elle fait peur. Elle fait peur dans le sens où elle ne donne pas véritablement de solutions réelles, techniques, qui soient donc des solutions valables pour sécuriser les populations. Dire que les populations elles-mêmes savent les zones inondables, c'est certainement une méprise. Une méprise et c'est grave. Nous le pensons, nous le disons et nous posons des actes, nous, sur Internet, ici, pour permettre donc à attirer l'attention parce que le phénomène réellement des inondations et des dégâts lors des événements pluvieux dans le district d'Abidjan, n'est-ce pas, sont graves. Depuis quelques décennies ou bien depuis 2011, ces problèmes sont effectivement très graves et il faut réellement y apporter, n'est-ce pas, une réflexion à même de trouver des solutions viables, des solutions réelles, n'est-ce pas, au questionnement des populations. Sinon, c'est vraiment un peu difficile. Alors, nous avons, depuis un certain temps, nous intervenons sur notre site et nous montrons un peu tout ce qui concerne ces phénomènes d'inondation. Et nous interpellons bien sûr les populations et à notre niveau, nous essayons quand même d'interpeller et de montrer le phénomène afin que les personnes comprennent la naissance des écoulements d'eau, la manière dont les inondations se font, les éléments qui sont impliqués dans la survenue de ces inondations. Nous avons pris l'habitude donc d'expliquer et de parcourir avec donc nos cartes en ligne, avec nos modèles, n'est-ce pas, de simulation hydraulique et tous ces éléments mis ensemble nous permettent quand même d'essayer de sensibiliser les populations et surtout d'attirer l'attention afin que les gens prennent plus au sérieux cette chose cette situation qui est réellement grave. Parce qu'à chaque saison de pluie, nous sommes aujourd'hui en face donc, du début d'une saison de pluie. Et le problème n'est pas réglé. Nous allons donc faire une autre simulation ici
Notre objectif, c'est de réellement attirer l'attention afin que des actions de réflexion plus approfondies soient mises en œuvre et que les gens, tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là au niveau de l'État, n'est-ce pas, les services techniques, les ministères techniques, que les gens prennent en compte réellement cette situation très difficile. Alors ici, par exemple, nous sommes sur Google Earth, nous allons vous montrer un peu la survenue d'une inondation dans un Talvec. Un Talvec que beaucoup d'Ivoiriens connaissent parce que c'est une voie sur le boulevard Dominique Ouattara, n'est-ce pas, en venant donc de Faya, de Cocody, de cette zone-là, n'est-ce pas. Nous avons ici, alors, donc, le boulevard, c'est le boulevard Mitterrand. Nous avons les écoles telles que Jules Verne, par exemple. Donc, la zone qui va à Trècheville, nous avons la cité Les Lauriers 15, et nous arrivons à la cité, donc, Sikoji Espérance, cette cité qui est donc aux abords du Talvec, n'est-ce pas? Et cette voie-là remonte là. Alors, c'est cette zone-là que nous allons, sur laquelle nous allons faire une simulation. Dans cette zone-là, nous voyons des constructions, beaucoup de constructions, surtout dans les Talvec, voyez-vous ici, pour amener les populations à comprendre les dangers, pour amener aussi les politiques à comprendre ce qu'il y a, afin que réellement du sérieux soit mis dans ce qui concerne donc la gestion, n'est-ce pas, des pluies, mais la gestion des pluies, au-delà de la gestion des pluies, l'aménagement du territoire, les lotissements, les constructions qui impactent énormément sur justement la survenue des crues et sur le comportement de l'eau, n'est-ce pas, pendant son écoulement. Donc, dans ce bas-fond, déjà, nous voyons, nous regardons bien ici. Donc, nous avons le lit mineur de ce cours d'eau-là. C'est un cours d'eau, mais comme il y a donc l'urbanisation, ce cours d'eau est asséché, mais est devenu donc une évacuation naturelle donc des eaux pluviales. Mais bien avant, c'était un cours d'eau. Un cours d'eau bien. Alors, comme j'ai l'habitude toujours de le faire, avec donc démonstration à l'appui, alors voilà le bassin versant de cette zone-là, là où l'eau s'accumule. Il est d'environ 3 km². Et donc, c'est un grand, on va dire, un bassin versant quand même suffisamment grand, surtout qu'il est, il est beaucoup occupé. Donc, pour collecter une grande quantité d'eau lors des inondations, lors des événements pluvieux. Donc, c'est ça, le bassin versant de cette zone-là, qui est un grand bassin versant. Nous voyons comment donc le réseau géographique se formalise et s'oriente donc vers notre zone que nous allons tout à l'heure étudier. Alors, nous allons donc voir cette partie-là, de cette zone-là, où donc le cours d'eau, donc l'eau vient. Nous avons bien sûr des ouvrages ici qui permettent de faire passer la route et l'eau en bas, donc des ouvrages de franchissement. Et ces ouvrages donc permettent l'écoulement de cette eau-là. Nous voyons déjà les signes donc de l'écoulement ici avec donc ces zones-là. Et donc, c'est cette partie que nous allons étudier, cette partie que nous montrons là, que nous allons étudier. Nous allons donc faire une simulation d'écoulement pour voir dans est-ce que, puisque cette zone est urbanisée, donc nous allons le montrer et voir donc le niveau d'eau et les dangers d'inondation que peuvent courir les personnes qui habitent ces zones. Alors, la première remarque qu'il faut faire déjà, nous avons donc des constructions, généralement ce sont des promotions immobilières. Et les promotions immobilières, généralement, elles ont donc eu donc, des autorisations parce qu'on ne peut pas permettre ces constructions-là sans autorisation. Et en la majorité du temps, ces constructions ont des autorisations. Voilà une construction qui n'est pas très loin du site, mais voilà des constructions ici, par exemple ici,
Alors, si nous voulons montrer un peu le relief, nous avons bien sûr exagéré un peu, mais c'est bien pour que vous voyez un peu. Alors, donc, regardez-moi ces constructions qui sont dans le bas-fond, dans le talvec, directement. Nous pouvons même mesurer la servitude entre ces constructions qui sont là, n'est-ce pas? Même ces autres constructions, ouais, même ces constructions aussi, mais ça dépend. Et la zone d'écoulement de l'eau. Nous savons que c'est un cours d'eau, c'est un cours d'eau qui s'est asséché du fait de l'urbanisation. Alors, les servitudes, donc, généralement, que donne le code de l'eau et aussi le code de l'assainissement, généralement, sont des servitudes en fonction de l'importance donc, du cours d'eau, sont des servitudes qui partent de 10 mètres à plus. 10 mètres de servitude, 20, 25 mètres, c'est-à-dire des zones de recul, des zones de sécurité qu'il faut observer au premier abord, à partir donc des zones d'écoulement. Donc les reculs sont généralement les servitudes qui sont des zones de sécurité entre la zone d'écoulement, donc on va dire la zone d'écoulement à plein bord, c'est-à-dire la zone où l'eau s'écoule, la limite donc de l'eau dans le lit mineur lors d'une crue ordinaire. Voilà, donc c'est une zone d'écoulement ordinaire, une crue ordinaire, pas une crue exceptionnelle forcément, mais une crue ordinaire. C'est à partir de cette zone-là qu'on mesure la servitude, généralement de 10 mètres en fonction de la grandeur, de l'importance du cours d'eau. Ici, par exemple, nous pouvons prendre 10 mètres de servitude et nous voyons donc le cours d'eau, nous allons estimer un peu cette servitude et regarder déjà les pentes de la zone ne sont pas très intéressantes, alors recommandées. Alors, si nous mesurons ici cette distance à peu près, alors nous estimons que nous mesurons à peu près. Voilà, à peu près, c'est juste pour permettre aux uns aux autres de voir. Donc, nous pourrons estimer cela à environ un peu moins de 10 mètres. Si nous mettons en œuvre donc, les erreurs de mesure, puisque là, nous avons des couvertures de la végétation, mais il est question de savoir que ces bâtiments-là sont forcément dans la servitude. Parce que la servitude, c'est 10 mètres, c'est le cours d'eau minimal, hein, mais généralement, on part jusqu'à 25 mètres pour la sécurité. Donc déjà, ces bâtiments sont donc dans la servitude, dans la zone de sécurité de cette zone d'écoulement, Et c'est déjà très grave. Et là, nous savons que c'est des maisons de promotion qui semblent être des maisons de promotion. De toute façon, ici, nous avons des maisons ici, aussi construites là. Voilà, c'est forcément des promotions immobilières. Donc, c'est-à-dire, c'est des éléments des maisons autorisées. De toute façon, toutes maisons qui sont construites sont autorisées. Généralement, on va le dire généralement, souvent. Voilà. Et celles qui ne sont pas autorisées sont construites de manière illégale. Ici, par exemple, dans ce bâtiment qui est très près donc, de la zone d'écoulement. Nous allons donc faire une simulation pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, nous commençons notre simulation. Nous allons voir le cours d'eau. Nous allons voir donc à quel niveau se situera donc l'écoulement. Alors, pour des paramètres un peu minimalistes, nous voyons bien que ces zones sont touchées par l'eau. C'est normal parce qu'ils ne respectent pas la servitude et nous voyons un peu comment les choses se présentent ici. Nous avons ici un quartier précaire dans le même Talvec. Alors, voilà les dangers qu'encourent les populations. Dire que les populations elles-mêmes savent que les zones qu'elles occupent sont des zones inondables, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas les populations qui doivent déterminer si oui ou non leurs sites qu'elles occupent sont inondables ou pas. Mais c'est l'État, c'est les différentes structures techniques que l'État a mis en place
qui doivent le savoir. Et lors de son discours, il a parlé donc de plusieurs intervenants dans cette situation et cette situation, alors, il y a un problème. Nous savons qu'il y a le ministère de l'assainissement qui intervient dans cette situation. Il y a le ministère aussi de la construction qui intervient surtout dans cette situation. Alors, comment se fait-il que ces deux ministères semblent ne pas travailler en symbiose, alors que tout montre que ces deux ministères doivent travailler en symbiose et que la documentation technique doit être fluidifiée et que les deux ministères travaillent donc sur le même élément de travail afin de pouvoir savoir, par exemple, pour des lotissements qui se font, il faut tenir compte donc des réglementations d'urbanisme, c'est vrai, mais il faut tenir compte aussi des règles d'assainissement, des règles d'évacuation des drainages. Et donc, le ministère de l'assainissement a son mot à dire pour la validation donc, des dossiers de lotissement. Lorsque ces dossiers de lotissement sont faits, ils doivent être transmis après donc, le travail de l'urbaniste ou bien avant, n'est-ce pas, transmis donc à l'hydraulicien, à celui qui fait l'assainissement, pour définir les zones non aedificantes, les zones dangereuses, n'est-ce pas, pour définir un peu tous les paramètres donc, des lotissements qui peuvent impacter, par exemple, le coefficient de ruissellement de l'eau, il est impacté par la couverture du sol et les constructions. Lorsqu'on construit sur une zone, la zone est imperméabilisée et du coup, l'eau qui tombe n'est pas infiltrée mais coule. Donc, ça augmente les eaux de ruissellement. Et donc, l'hydraulicien du service donc, du ministère de l'assainissement doit intervenir, doit donner son mot, doit savoir si le lotissement qui est mis en œuvre obéit aux réglementations d'urbanisme, aux réglementations plutôt d'assainissement et n'est pas un danger. Et donc, le technicien doit pouvoir dire si une zone est inondable ou pas. Et bien avant, même si cette symbiose, cette collaboration était réellement bien faite, on n'allait pas avoir des lotissements, des promotions immobilières agréées qui ont tous les papiers, des personnes qui ont des ACD et qui ont leur terrain dans des zones qui ont été réservées pour des bassins de rétention, par exemple, pour des barrages écrêteurs de crues. Donc, il y a un véritable problème qu'il faut régler.